Le chapitre 7 du cours de physiologie cardiovasculaire va porter sur la régulation de la pression artérielle. Cette régulation peut être abordée de différentes façons. La première des façons reproduit ce que l'on prend habituellement comme schéma pour les grandes fonctions physiologiques, c'est-à-dire qu'elle distingue la régulation nerveuse et la régulation humorale. La deuxième est un peu plus dynamique. Elle s'appuie sur la vitesse d'adaptation de la pression artérielle aux différentes conditions rencontrées par un individu. C'est cette façon de procéder que nous allons adopter. Le plan du cours que nous allons utiliser est le suivant. Nous allons commencer par parler des mécanismes d'action immédiate. Il va s'agir de mécanismes qui interviennent en quelques secondes. Ces mécanismes sont d'origine nerveuse, mis en jeu à partir des barorécepteurs et des volorécepteurs, et ils impliquent le centre cardiovasculaire bulbaire. Ce centre sera mis en œuvre également dans une situation particulière qui est la situation d'ischémie cérébrale. Nous aborderons ensuite les mécanismes d'action à moyen terme puis à long terme, et nous terminerons ce chapitre par un exemple de régulation illustratif, celui qui survient lors d'une hémorragie. En effet, les systèmes réflexes à court, moyen et long terme sont reliés les uns aux autres. Nous verrons que l'hémorragie, par exemple, nécessite la mise en action d'une réponse rapide et d'une réponse plus lente. Les deux réponses auront des fonctions complémentaires et on ne pourra se passer de l'une de ces deux réponses. Nous avons étudié dans les chapitres précédents la définition du débit cardiaque ainsi que les définitions des résistances vasculaires pulmonaires et systémiques. La somme des résistances pulmonaires et systémiques est égale aux résistances vasculaires totales ou résistance périphérique totale, notée également RPT. Ces résistances périphériques totales entrent dans une équation qui permet d'exprimer la pression artérielle moyenne, ou PAM, en fonction du débit cardiaque et de ses résistances. De cette équation, nous pouvons conclure que la régulation de la pression artérielle moyenne s'effectuera donc via deux facteurs, le premier étant le débit cardiaque, le deuxième étant les résistances périphériques. Le débit cardiaque est influencé, on le sait, par les changements de fréquence cardiaque, de contractilité myocardique et par le retour veineux. Les résistances périphériques totales, pour leur part, sont dues principalement à la résistance artériolaire, autrement dit, au rayon des artérioles. Au repos, la pression artérielle moyenne est maintenue à une valeur stable, voisine de 100 mm de mercure, grâce à l'intervention de plusieurs mécanismes de contrôle. Les mécanismes d'action immédiate sont, nous l'avons dit, d'origine nerveuse. Ils sont mis en jeu notamment à partir de barorécepteurs et de volorécepteurs, et ils impliquent le centre cardiovasculaire bulbaire. Commençons donc par l'étude des barorécepteurs. Ce sont des récepteurs sensibles à la tension de la paroi des artères. Ils sont localisés à deux niveaux, dans la paroi de la crosse de l'aorte, pour les barorécepteurs dits aortiques, et à la bifurcation des artères carotides internes et externes, pour les barorécepteurs dits carotidiens. Leurs nerfs afférents sont les nerfs vagues, pour les barorécepteurs aortiques, et les nerfs de Hering, qui rejoignent les nerfs glossopharyngiens pour les barorécepteurs carotidiens. Ces nerfs vont transmettre l'information au centre cardiovasculaire bulbaire qui est situé pour sa part dans le bulbe rachidien. Les nerfs efférents du réflexe sont les nerfs parasympathiques et sympathiques. Le système nerveux sympathique est prépondérant car il contrôle la fréquence et la contractilité cardiaque, de même que le tonus artériolaire et veineux, alors que le système nerveux parasympathique agira principalement sur la fréquence cardiaque. Sur ce schéma, le sympathique sera noté sigma
et le parasympathique sera noté donc parasigma. La noradrénaline, libérée par la stimulation du système nerveux sympathique, agit à deux niveaux, nous l'avons dit. Au niveau cardiaque, ce qui va nous faire des révisions, avec ce que nous avons étudié dans les premiers chapitres de ce cours, mais également au niveau vasculaire. Ainsi, la noradrénaline augmente la pression artérielle moyenne via un effet chronotrope positif et inotrope positif, ce qui correspond, vous vous en souvenez, à une augmentation de la fréquence et une augmentation de la force de contraction. La noradrénaline va de plus agir sur les vaisseaux sanguins par une vasoconstriction veineuse et donc par une augmentation du retour veineux, donc du débit cardiaque, ainsi que par une vasoconstriction artériolaire, ce qui provoquera une augmentation des résistances périphériques totales. La noradrénaline va agir par l'intermédiaire de récepteurs que l'on appelle les récepteurs adrénergiques. L'acétylcholine, elle, sera libérée par la stimulation du système nerveux parasympathique. Cette acétylcholine va diminuer la pression artérielle moyenne par un effet chronotrope négatif. On sait qu'un effet chronotrope négatif se traduira par une diminution du débit cardiaque. Pour sa part, l'acétylcholine agira par l'intermédiaire de récepteurs que l'on appellera ici des récepteurs muscariniques. Sur ce schéma sont représentés les barorécepteurs aortiques et carotidiens ainsi que les nerfs afférents. Vous retiendrez que la fonction des nerfs afférents dans un réflexe est de faire remonter l'information vers le système nerveux central, alors que les nerfs efférents vont véhiculer la réponse du système nerveux central en direction des tissus et organes, qui auront pour mission de produire une réponse en rapport avec l'information transmise. Sur ce schéma, nous retrouvons donc les nerfs de Hering, qui viennent rejoindre les glossopharyngiens, la localisation des barorécepteurs carotidiens et aortiques, ainsi que la localisation du nerf vague, que l'on appelle également nerf pneumogastrique, c'est ce qui sera utilisé sur ce schéma, et qui correspond, vous le savez, à la 10e paire de nerfs crâniens. Ça explique le chiffre à côté de pneumogastrique. Vous savez aussi que le glossopharyngien correspondra à la 11e des paires de nerfs crâniens. Sur ce schéma est représenté le centre cardiovasculaire bulbaire situé dans le bulbe rachidien. Ce centre est constitué de plusieurs structures. On distingue le centre vasomoteur, qui est composé d'un sous-centre vasodilatateur et d'un sous-centre vasoconstricteur, et le centre cardio-inhibiteur, dit également cardio-modulateur. Les nerfs efférents du réflexe sont les nerfs parasympathiques et sympathiques. Vous reconnaîtrez dans la partie droite de cette diapositive le schéma classique qui illustre l'anatomie du système nerveux autonome. Le système nerveux sympathique est prépondérant car il contrôle la fréquence et la contractilité cardiaque, de même que le tonus artériolaire et veineux, alors que le système nerveux parasympathique agira surtout sur la fréquence cardiaque. Nous avons sur ce schéma une illustration du fonctionnement de la voie réflexe. Le stimulus initial est une modification de la tension de la paroi artérielle contenant les barorécepteurs. La décharge des nerfs afférents vers le centre cardiovasculaire bulbaire est alors modifiée. Cette décharge est illustrée sur ce schéma par les pics d'activité nerveuse. Une augmentation de la pression ou hypertension, représentée dans la partie droite de ce schéma, va accélérer la fréquence de décharge des barorécepteurs. Le centre cardiomodérateur sera alors stimulé et le centre vasomoteur sera lui inhibé. Ceci entraînera une réponse dépressive par augmentation du tonus parasympathique et diminution du tonus sympathique. Ceci se traduira donc par une diminution de la fréquence cardiaque et donc une diminution du débit cardiaque, mais aussi par une diminution de la contractilité qui aura la même conséquence. La diminution du tonus veineux, pour sa part, contribuera également à diminuer le débit cardiaque.
Enfin, la diminution du tonus artériolaire fera chuter les résistances périphériques totales. La pression artérielle sera ainsi ramenée à sa valeur moyenne de 100 mm de mercure. Une diminution de pression, représentée donc dans la partie gauche de cette figure, une diminution de pression aura bien évidemment l'effet inverse avec diminution du tonus parasympathique et au contraire augmentation du tonus sympathique, entraînant l'augmentation du débit cardiaque et de la résistance périphérique totale. Le délai d'action du baroréflexe est très court, nous l'avons dit. Il va prendre au maximum quelques secondes pour corriger les variations de pression artérielle. Voici une expérience qui a été réalisée sur un animal anesthésié chez lequel nous pratiquons expérimentalement un clampage carotidien suivi quelques minutes plus tard d'un déclampage carotidien. Le clampage consiste à poser autour de l'artère un dispositif qui permet à volonté d'empêcher le flux sanguin en son sein. Vous voyez que, à la suite du clampage, la variation de pression artérielle va apparaître effectivement en moins d'une minute. De la même façon, le retour, suite au déclampage, se fera avec une vitesse extrêmement importante. Une autre expérience permet d'illustrer le rôle des barorécepteurs dans le maintien de la pression artérielle autour de la valeur de 100 mm de mercure. Elle consiste à créer une dénervation des barorécepteurs, ce qui peut être réalisé par exemple, à nouveau chez un animal anesthésié, en sectionnant par exemple les nerfs vagues, les nerfs pneumogastriques et les nerfs de Hering. Cette dénervation va se traduire par une diminution de la fréquence des valeurs de pression proches de 100 mm de mercure au cours de la journée. Vous imaginez bien que cette dénervation concernant le nerf vague aura bien évidemment énormément d'autres conséquences physiologiques. Et ces dénervations chirurgicales ou chimiques réalisées chez l'animal sont des expériences qui sont relativement lourdes à conduire. Nous allons maintenant aborder les volorécepteurs. Ces volorécepteurs sont eux aussi impliqués dans le contrôle à court terme de la pression artérielle. Ils sont situés dans les parois du système dit à basse pression et plus particulièrement au niveau des oreillettes et des artères pulmonaires. Ils vont répondre à des variations de volume, car dans le système à basse pression, ce sont les changements de volume qui étirent les parois. Leur réflexe sera en réalité semblable à celui observé avec les barorécepteurs. La différence entre le voloréflexe et le baroréflexe sera le stimulus initial. Il ne s'agira plus ici de changement de pression artérielle, mais de modification du volume contenu par les oreillettes et les artères pulmonaires. Ainsi, une augmentation de volume entraînera une diminution du débit cardiaque et de la résistance périphérique totale par l'intermédiaire du centre cardiovasculaire bulbaire. L'inverse surviendra lors de la diminution du volume. Enfin, il nous faut parler des chémorécepteurs et du chémoréflexe. Les chémorécepteurs sont localisés dans des corpuscules qui sont des structures nerveuses traversées par une minuscule artère et situées aux mêmes endroits que les barorécepteurs. Nous parlerons ainsi de chémorécepteurs aortiques et carotidiens ou de corpuscules aortiques et carotidiens. Ces chémorécepteurs sont sensibles aux variations des concentrations en dioxygène, en gaz carbonique et aux variations de pH du sang qui va passer dans la petite artère mentionnée précédemment, sachant que ces variations de concentration d'oxygène, CO2, de pH pourront également être la conséquence d'une baisse de pression artérielle. En effet, ces variations interviennent notamment lorsque les barorécepteurs et les volorécepteurs ne suffisent pas à limiter la chute de pression. Et lorsque cette chute de pression pourra atteindre des valeurs comprises entre 40 et 80 mm de mercure. À ce moment-là, les chémorécepteurs se mettront en activation.
Le réflexe va consister en une stimulation du centre vasomoteur. Donc nous n'aurons pas ici la composante inverse avec activation des chémorécepteurs pour des valeurs de pression supérieures à la pression artérielle moyenne de 100 mm de mercure. Ce schéma reprend ces deux notions. La baisse de pression artérielle entraîne une diminution du taux d'oxygène, une augmentation du taux de gaz carbonique et une diminution du pH, qui vont tous trois activer les chémorécepteurs. Le réflexe, chémoréflexe, consiste en une stimulation du centre vasomoteur visant à réaugmenter la pression artérielle. Nous allons maintenant parler de la réponse ischémique centrale. Il s'agit là d'un puissant mécanisme réflexe qui va apparaître lorsque la pression artérielle deviendra inférieure à 50 mm de mercure. En dessous de cette pression, le cerveau deviendra ischémique, c'est-à-dire que la quantité d'oxygène qui sera amenée aux cellules nerveuses ne sera plus suffisante, ce qui va produire une stimulation massive du centre vasomoteur. De là va découler une intense vasoconstriction périphérique et une augmentation de la pression qui pourra alors atteindre des valeurs de 270 mm de mercure. Vous imaginez bien qu'une pression artérielle inférieure à 50 mm de mercure est effectivement extra-physiologique. Elle surviendra dans un contexte pathologique grave qui peut mettre en péril la survie de l'individu. Et donc, la réponse ischémique centrale correspondra beaucoup plus à un réflexe d'urgence très puissant et très efficace, mais que l'on ne rencontrera pratiquement jamais dans un contexte physiologique simple. Nous allons aborder maintenant les mécanismes d'action à moyen terme qui vont se mettre en place en quelques minutes, voire quelques heures. Il s'agira de réflexes hormonaux impliquant surtout la noradrénaline et l'adrénaline ainsi que le système rénine-angiotensine. Les systèmes mis en œuvre sont, nous l'avons dit, système nerveux sympathique dans sa composante endocrine et le système rénine-angiotensine. Vous vous souvenez en effet que la noradrénaline et l'adrénaline peuvent être libérées directement dans le sang par des glandes situées au-dessus des reins que l'on appelle les glandes surrénales. C'est la partie médulaire de ces glandes surrénales que l'on appelle plus précisément les médullosurrénales qui seront responsables de cette sécrétion. Vous voyez sur le schéma représenté dans la partie inférieure de cette diapositive que le médiateur responsable de la sécrétion de noradrénaline et d'adrénaline par ces médullosurrénales est l'acétylcholine. L'acétylcholine va agir cette fois-ci sur des récepteurs que l'on appelle les récepteurs nicotiniques. Nous avons évoqué précédemment pour l'acétylcholine une action par l'intermédiaire de récepteurs dits muscariniques. Ces deux familles de récepteurs, nicotiniques et muscariniques, appartiennent en effet à la grande famille des récepteurs cholinergiques que vous étudierez notamment dans les cours de pharmacologie à l'avenir. Les effets de la noradrénaline et de l'adrénaline ainsi libérés et qui s'exercent sur le cœur et sur les vaisseaux sont environ 10 fois plus durables, 10 fois plus longs que ceux de la noradrénaline libérés par les nerfs sympathiques. Le système rénine-angiotensine, maintenant, est un système qui va permettre la sécrétion d'un puissant agent vasoconstricteur, un peptide, qui s'appelle l'angiotensine 2. Cette sécrétion va se faire notamment en réponse à une baisse de la pression artérielle. En effet, le réflexe a son origine au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire du rein, situé dans la paroi de l'artériole afférente du glomérule. Vous avez étudié ces notions, encore une fois, en physiologie rénale. En réponse à une chute de pression, les cellules de l'appareil juxtaglomérulaire libèrent dans le sang une enzyme que l'on appelle la rénine. Il s'agit en effet d'une enzyme qui provient du rein, qui a été baptisée justement rénine, pour s'en rappeler. Cette enzyme va catalyser la transformation d'une protéine,
qui est produite pour sa part au niveau hépatique, que l'on appelle l'angiotensinogène, en un premier peptide qui lui est inactif, qui est l'angiotensine 1. Puis cette angiotensine 1 sera transformée à son tour en angiotensine 2, qui est donc l'élément actif du système rénine-angiotensine. L'enzyme responsable de cette transformation s'appellera l'enzyme de conversion de l'angiotensine 1. Cette deuxième enzyme a été trouvée initialement dans la circulation pulmonaire, dans les vaisseaux pulmonaires, et cette enzyme était rattachée aux cellules endothéliales. Ce système n'est cependant pas exclusivement circulant, et il a été décrit secondairement qu'un certain nombre de tissus, comme le cœur, ou le cerveau, ou le rein, ou certains vaisseaux, sont pourvus de la capacité de produire de l'angiotensine 2. On sait que cette angiotensine 2 va exercer ses effets via des récepteurs qui sont de deux types, les récepteurs que l'on appelle AT1 et les récepteurs que l'on appelle AT2. Ce sont les récepteurs AT1 qui sont responsables des effets de l'angiotensine 2 sur la pression artérielle. Les récepteurs AT2, pour leur part, seront à la base d'autres types d'effets de l'angiotensine 2 qui sont des effets que l'on qualifie de trophiques et qui ne concernent pas la régulation de la pression artérielle. L'angiotensine 2 a une double action sur la pression artérielle. Elle produit une vasoconstriction qui sera surtout artériolaire, d'où une augmentation de pression artérielle qui va se traduire, qui va en fait être produit par l'augmentation des résistances périphériques totales. C'est le rôle de ce système rénine-angiotensine dans la régulation à moyen terme de la pression artérielle, et c'est ce qui est représenté donc dans la partie gauche de ce schéma. Mais l'angiotensine 2 va en plus être capable de stimuler la production d'aldostérone par la partie corticale des glandes surrénales dont nous avons parlé précédemment à propos de l'action endocrine du système nerveux sympathique. Donc nous avons parlé de la partie médulaire, et là nous parlons de la partie corticale des glandes surrénales. Cette aldostérone va provoquer une rétention d'eau et de sel par les reins. Cette rétention hydrique se traduira donc par une augmentation de la volémie, du volume contenu par les vaisseaux, et donc de la pression artérielle. Il s'agira ici du rôle du système rénine-angiotensine dans la régulation de la pression artérielle à long terme, ce qui est illustré dans la partie droite de ce schéma. Nous allons maintenant décrire le mécanisme d'action à long terme de contrôle de la pression artérielle. Il consiste à assurer l'équilibre du volume sanguin par les reins. C'est un contrôle qui est à la fois direct et indirect, nous l'avons vu, par le biais du système rénine-angiotensine, aldostérone. Vous avez étudié l'essentiel de ce mécanisme dans le cours de physiologie rénale, et donc nous irons assez vite. Schématiquement, le contrôle direct va s'effectuer de la façon suivante. Tout ce qui va augmenter le débit urinaire va entraîner une diminution du volume sanguin, et à l'inverse, tout ce qui va diminuer ce débit urinaire va augmenter le volume sanguin. Retenez que ce débit urinaire sera égal à la quantité filtrée moins la quantité réabsorbée, sachant que la composante au niveau du néphron qui va effectuer la filtration sera le glomérule et que celle qui va effectuer la réabsorption active du sodium et de l'eau sera le tubule. Donc vous reverrez toutes ces notions dans le cours de physiologie rénale bien entendu. La diminution du volume sanguin entraîne donc, nous l'avons dit, une diminution du retour veineux au cœur et donc du débit cardiaque. Et la diminution du débit cardiaque abaisse la pression artérielle. Je ne fais que répéter ce que j'ai dit précédemment, mais en vous l'illustrant d'une autre façon, qui vous sera peut-être utile pour créer une fiche de révision qui vous permettra d'intégrer ces différentes notions. Il est clair que
le niveau de pression artérielle n'est pas réglé par un système unique, mais par plusieurs systèmes interdépendants. Lors d'une hémorragie sévère, le système de contrôle de la pression artérielle devra répondre à deux exigences, avec des contraintes temporelles différentes. La première contrainte, c'est d'assurer la survie de l'individu, et la deuxième est de lui assurer un retour à une pression artérielle normale. Sur ce schéma, nous retrouvons la cascade d'événements qui conduit de la chute du volume sanguin caractéristique de l'hémorragie à la diminution de la pression artérielle qui conditionne la survie de l'individu. Vous vous souvenez que en dessous de 50 mm de mercure va se mettre en jeu un réflexe extrêmement puissant, mais qui ne pourra pas permettre de compenser très longtemps si l'hémorragie continue. À court terme, l'hémorragie met en jeu le baroréflexe, ce qui se traduit par une activation du système nerveux sympathique à destination du cœur, des veines et des artérioles, et se traduira donc par une élévation du débit cardiaque et des résistances périphériques totales, soit une élévation de la pression artérielle. L'effet du baroréflexe est renforcé par celui du chémoréflexe et aussi par la réponse ischémique du système nerveux central. Tous ces mécanismes sont à la fois les plus rapides à se mettre en œuvre, mais ils sont aussi très puissants. Si dans la prise en charge de cette hémorragie aiguë, les mécanismes mis en jeu à court terme, en lien d'ailleurs ou non avec les soins que le patient pourra recevoir, si ces mécanismes sont donc compatibles avec la survie du patient, alors des mécanismes à moyen terme vont se mettre en œuvre, essentiellement sous la dépendance du système rénine-angiotensine, avec une augmentation de la production d'angiotensine 2 et ses conséquences en termes de vasoconstriction et de sécrétion d'aldostérone. Plus tardivement, une diminution du débit urinaire pourra également favoriser le retour à la normale de la pression artérielle. En résumé, sur ce court chapitre qui traite de la pression artérielle moyenne et qui reprend quelques notions donc évoquées dans le cours de physiologie rénale, je vous demanderai de retenir que la pression artérielle moyenne doit être maintenue à une valeur voisine de 100 mm de mercure afin d'assurer une circulation sanguine efficace et donc des apports suffisants en oxygène et nutriments aux différents tissus. Ceci explique l'importance de sa régulation, qui est essentiellement nerveuse et dépendante du système nerveux autonome, dans ses deux composantes sympathiques et parasympathiques, mais aussi, en partie, il s'agira d'une régulation humorale. Nous avons adopté un plan de cours qui s'appuie sur la vitesse de mise en jeu des mécanismes et nous avons distingué les mécanismes à court, moyen et long terme. Cette régulation de la pression artérielle est le complément, à l'échelle de l'organisme, de la régulation des débits sanguins locaux propres à chaque organe ou tissu et qui fera l'objet du chapitre suivant de ce cours de physiologie cardiovasculaire. Je vous remercie de votre attention.